Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 6e numéro de Made in Africa. Ce soir, nous nous intéressons au tourisme en Afrique. Qui dit tourisme dit plus d'argent pour le pays visité, dépenses des visiteurs sur l'hébergement, la nourriture, les boissons, les magasins. Donc plus de touristes signifie plus d'entrées d'argent et d'emplois. Un secteur qui a permis à l'Afrique d'engranger 21 500 milliards de francs CFA de recettes en 2014. Le tourisme est donc un marché porteur essentiel qui compte dans notre économie. Au sommaire ce soir en Côte d'Ivoire, les différentes crises qui se sont succédées et le sentiment d'insécurité ont fortement ralenti le développement du tourisme. Alors, comment faire pour que notre pays devienne une destination touristique attrayante, marché du tourisme en Côte d'Ivoire, facteur bloquant et point d'attrait? Enfin, notre success story sera consacrée à Rodrigue, fils d'un chef de village. Il a réussi à réaliser son rêve en créant un hôtel sur une île paradisiaque à 15 minutes seulement d'Abidjan, la baie des milliardaires. Ses clients, politiques, diplomates, touristes et résidents de l'île. Rodrigue pour l'histoire de la revanche d'un villageois. Portrait. Rodrigue sera sur notre plateau en compagnie de Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et le président de la FENITOURCI, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, Mamadou Diomandé. Ils nous diront pourquoi la Côte d'Ivoire a tant de mal à devenir une destination touristique attrayante. La politique touristique de la Côte d'Ivoire a longtemps été négligée. Depuis 1970, date de création du premier ministère du Tourisme, pas moins de 47 ministres se sont succédés. Pourtant, le tourisme est un secteur porteur d'emplois et de richesses. Mais pour le moment, le tourisme pratiqué en Côte d'Ivoire est essentiellement un tourisme d'affaires. Certains touristes se rendent tout de même en Côte d'Ivoire pour y pratiquer le tourisme culturel. C'est le cas de Thibaut, 22 ans, venu passer quelques semaines à Abidjan. Il en a profité pour visiter l'intérieur du pays. Comme ce jeune Français, ils étaient nombreux, ces touristes qui privilégiaient la destination Côte d'Ivoire du 1999. Mais les crises qui ont secoué le pays ont considérablement ralenti notre industrie touristique, ainsi que le récent attentat terroriste de Grand Bassam. Marché du tourisme, facteur bloquant et point d'attrait, un sujet de Jean-Luc Gbangbo, Noël Kouakou et Stéphane Keyanda. 8h30, vendredi dernier. Salut Mamadou. Salut, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous voulez monter devant ou derrière? Devant, c'est mieux. Bon, ben, Allez, en merci. voiture. Thibaut, 22 ans, en vacances depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire, a fait appel à un accompagnateur touristique pour visiter l'intérieur du pays. Avec Mamadou, ils vont faire 350 km. Objectif, découvrir la nature et la culture ivoirienne. Donc là, vous avez des plantations d'EVA importantes. Bon, et vous allez en voir tout le long. De l'EVA, du tech, comme je disais. Thibaut a déjà visité Abidjan et Sassandra. Aujourd'hui, il souhaite découvrir la ville de Bouaké et ses artisans. Avant de venir ici, qu'est-ce que vous savez de la Côte d'Ivoire? Moi j'ai mon père qui était venu je crois il y a plus de 30 ans quand il était jeune, après son service militaire, donc il était venu de France. En France il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà venus en Côte d'Ivoire, et quand on parle de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de gens qui ont déjà eu une expérience ou qui connaissent quelqu'un qui y sont allés. Donc moi j'avais plutôt une image où il y avait du tourisme. Donc moi je suis venu parce que j'aime bien voyager. Oui. Vous avez en moyenne combien de touristes dans le mois? Ça dépend. En fait, l'activité est comment dirais-je, en dents de scie. Elle est très sensible aux paramètres géopolitiques. Mes meilleurs mois ont été décembre et janvier. Là, on a eu une période creuse. Là, on repart avec un client. Bon, ça dépend en fait. Qu'est-ce que ça rapporte vraiment l'activité d'accompagnateur touristique? Qu'est-ce que ça rapporte? Je peux dire que jusqu'à présent, quand on a des clients, eh ben, c'est une activité qui est intéressante.
du point de vue lucratif. Ceci étant, le rapport par rapport à l'investissement et la recherche, on n'est pas du tout à l'équilibre pour l'instant. Voilà. Donc on peut dire qu'on est déficitaire pour l'instant, on espère que ça rapportera mieux dans l'avenir. C'est un pari, hein, comme toute entreprise qui démarre, il y a des risques. Et bon, ça va de mieux en mieux en tout cas. Ça va de mieux en mieux. La dernière période de croissance économique en matière de tourisme de loisirs est située entre 1994 et 1999. Bien que certains sites touristiques ivoiriens soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la politique touristique du pays a longtemps été négligée. Ainsi, depuis 1970, pas moins de 47 ministres se sont succédés. Conscient de l'importance économique du tourisme et du rayonnement que celui-ci apporte au pays, le gouvernement a enfin stabilisé ce ministère. Le ministre actuel est en poste depuis 3 ans, un record. Après environ 4 heures de route, Thibaut est arrivé à Bouaké. À lui, la découverte de l'artisanat local, bronze, poterie. Mais l'activité qui l'a le plus séduit, c'est la peinture sur toile. Dans cet atelier guidé par un artiste, il confectionne pour la première fois de sa vie un tableau. Donc maintenant on fait... Oui. Maintenant, là, on va passer au campage. D'accord, On va préparer la teinture marron d'accord. et on va faire le campage. C'est un tourisme assez particulier que vous faites là. Bah ouais, c'est une forme qui existe, la preuve. Je suis bien content de le faire. C'est... Plus je savais que j'allais voir des choses nouvelles, mais pas exactement. Ils gardent la surprise et pour vraiment que ça soit magique, quoi. Et c'est réussi. Je sais pas si ça se voit à mon expression du visage, mais c'est super. Voilà, on a passé un bon moment en plus en leur compagnie, donc. Puis on a réalisé un truc sympa. Voilà. Merci. Je suis très content de partager ma connaissance parce que c'est très important. Ah, Il y a merci. des gens, par exemple, qui ne partagent pas ce qu'ils connaissent. Oui, Or, connaître ce que tu as, c'est très important dans la vie. Il y a des gens, par exemple, qui connaissent des trucs et ils meurent avec. oui, Quand c'est comme ça, c'est pas vrai. c'est vrai. Ce que tu as, il faut partager avec les gens et tu vas voir. C'est ça. Rien ne vaut que ce qui peut être partagé. C'est vrai. Merci pour ce partage. Ouais. On va attendre, ça va sécher un peu et puis on va passer au repas. Ému par la générosité de cet artisan, Thibaut poursuit sa visite de la ville de Bouaké. Mais rares sont les Occidentaux Ouais, à faire merci, du tourisme de loisirs comme lui. En Côte d'Ivoire, le tourisme le plus pratiqué est celui des affaires. Il représente 52% du marché. Jeudi dernier, ouverture en grande pompe d'un hôtel 5 étoiles situé à 2 pas de l'aéroport et appartenant à un groupe international, Carlson. Le groupe est présent dans 27 pays d'Afrique. Pas un ministre du tourisme qui ne connaisse cet homme, le président du groupe, Wolfgang Newman. Madame la ministre, est-ce qu'il y a une différence entre le Radisson d'Abidjan et le Radisson de Bamako? J'avoue que je ne vois que des points communs, parce que c'est la même chaleur humaine à Bamako comme à Abidjan. Donc vous n'avez pas un plus bel hôtel que la Côte d'Ivoire? Le Mali n'a pas un plus bel hôtel que nous? Alors, je dirais que le Mali attend un plus bel hôtel, après le Radisson Blu à Abidjan. On va créer un autre bel hôtel. Wolfgang Newman, accompagné du directeur général de ce nouvel hôtel et du vice-président du groupe, n'est pas peu fier de l'emplacement, un endroit stratégique dans le tourisme d'affaires. Alors en termes de tourisme, là cet hôtel qui vient d'ouvrir, c'est du tourisme 100% d'affaires, basé à côté de l'aéroport. L'emplacement est vraiment fantastique. Dans une ville comme Abidjan où la circulation est quand même un challenge, on peut dire, d'avoir la facilité d'organiser des réunions, de grandes conférences juste à côté de l'aéroport, c'est extra. Donc, C'est une facilité pour une ville qui économiquement
est en plein boom et qui reçoit beaucoup de grands acteurs économiques, vous pensez que ça va être le lieu, que votre hôtel va devenir le lieu de rendez-vous de... Ça, c'est son tâche. C'est en notre tout travail, cas, en c'est tous ça les ce cas. qu'il doit On faire. va s'y atteler, c'est sûr et certain. Et je pense, dans le futur, on veut évidemment avoir aussi un hôtel sur les plateaux, sans doute. Pour nous, Côte d'Ivoire est un de pays d'Afrique où on veut vraiment s'installer au-delà d'un hôtel. C'est pour faire qu'on mette un peu de pression au groupe Accor. Bon, vous savez, la compétition, c'est toujours très bien, je pense, pour tout le monde. Mais il y a assez de place, il y a assez d'opportunités dans un ville comme Abidjan. Cette pays qui a une croissance tellement favorable et un avenir qui est très positif, il y a de la demande ici. Il n'y a pas assez d'hôtellerie internationale avec des gens signés comme un Radisson Blu. Et c'est ça ce que la ville a besoin, pas uniquement ici à l'aéroport, mais aussi au centre-ville. Le Radisson s'impose comme le concurrent du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, un hôtel du groupe Accor. Depuis des années, il était le seul à accueillir les conférences internationales et les congrès. Il va lui falloir désormais faire avec un concurrent de taille. Pour cet hôtel, le groupe Carlson a investi 60 milliards de francs CFA. Il espère rentabiliser son investissement dans une dizaine d'années. Pourquoi ne pas créer un hôtel? Alors, vous parlez du plateau, vous êtes à l'aéroport, mais un hôtel touristique, un vrai, qui s'adresse plutôt à une population qui va à la plage, qui va... Ici à Abidjan, Oui. Par le je ministre pense du qu'il Tourisme. faut être clair. Ici, Tourisme. ce n'est pas un hôtel touristique. Le tourisme d'affaires va toujours être le point clé. Ouais. Donc je pense ça, il faut reconnaître. Mais il y a une opportunité de quand même aussi augmenter le tourisme de loisirs. Oui. Donc vous envisagez peut-être d'être à Bassam ou à Signy, Frédéric? Est-ce que vous allez repérer ces lieux-là? Pourquoi pas? Ça peut être des lieux où on peut être présent, justement pour développer et continuer la démarche du gouvernement à promouvoir le tourisme de loisirs sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire. On est d'ailleurs déjà présent dans beaucoup d'autres pays sur des destinations touristiques resort. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 500 km de littoral. Un littoral sur lequel de multiples hôtels se sont installés pour accueillir le tourisme balnéaire. L'une des stations les plus connues, Bassam, malheureusement touchée le 13 mars dernier par les attentats. Les touristes sont toujours absents et bien que le gouvernement ait remis un chèque de 300 millions de francs CFA aux commerçants, les hôteliers sont toujours en difficulté. Oui, il y a un manque à gagner parce que déjà, juste après les événements, les séminaires ont été annulés. Donc je profite de l'occasion pour dire aux gens qu'il faut revenir à Bassam. C'est vrai qu'une situation comme ça arrive partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est arrivé chez nous, mais ce n'est pas évident que demain ce soit là. Donc les gens peuvent revenir. Il faut revenir faire des séminaires. C'est vrai, le président de la République nous a fait un don. On le remercie pour cela. Mais on est en train de monter un livre blanc parce qu'il faut développer l'activité. Il ne faut pas baisser les bras. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Retour à Bouaké. Il est l'heure d'acheter les souvenirs pour Thibaut. Direction le marché. Mamadou le conduit chez des commerçants avec qui il a l'habitude de traiter, comme ce vendeur de maroquinerie du 100% local, fabrication maison. Merci. Ça va? Oui, bien. Ça va très bien. Ça se passe bien ici? Ouais, ça passe bien. Ok. Ouais. Bon, on est venu présenter un peu son travail. Ouais. Voilà. Ça là, c'est un morceau de cul. Ouais. C'est peau de chameau là quoi. D'accord. Mais la peau là, c'est moi-même qui tannais ça là. C'est venu notre tanner quoi. C'est moi-même qui fais tanner ici quoi. D'accord. Ouais. Monsieur, Oui. vos clients c'est qui? Maintenant là, il n'y a pas beaucoup de blancs. Sinon, temps normal, il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens. Il y a beaucoup qui connaissent avec moi. Vos produits, vous les vendez à combien? On vend ça à 2000. 2000 francs. Et le magique, quand tu en as, tu le vends à combien? Attends, il y a du sous dedans. Hein. Voilà, les magiques comme ça, on vend ça à 4000. Pourquoi vous l'appelez magique? Il est ici, non? Bon, il faut regarder. Il va venir ici, là. Tu vois? Il a ça.
Et ça, les touristes apprécient beaucoup ce portefeuille. Avant là, c'est un Français qui m'a donné le modèle là. Mais c'était pas peau, c'était caoutchouc. Voilà, il a envoyé. Il m'a donné, est-ce que tu peux faire ça? Bon, j'ai dit, ouais, je peux faire. Il a laissé le modèle. J'ai dit, après demain, il n'a qu'à venir prendre. Après demain, là, il est venu prendre. Quand il a vu, là, il est trop content. Et ça, vous en vendez combien par jour, les portefeuilles comme ça? Il est toujours en rupture de stock. Toujours. Et ça, tu vends ça combien? Ça va. 12 000. D'accord. Il les a vendus plus cher à une époque. Ouais, tu m'étonnes. 12 000, c'est pas mal. Donc, comme moi, j'ai fait ici, là, sinon, si c'est parti pour commerce là ou bien à Abidjan là, si il vient payer avec moi là, si il est parti là-bas là, il doit vendre 20 000 francs. Et s'il a donné moins cher, c'est 17 000. D'accord. Ouais, j'ai compris. Ouais. Boa, c'est l'Amérique du Sud. Donc ça. Alors, vous avez fait une bonne affaire? Bon, oui, je pense que ça fait des bons cadeaux à offrir et encore découvrir l'artisanat local. Donc ouais, c'est vraiment joli, bien fini et à bon prix en plus. Alors. Voilà. Bon, comme c'est mon patron, voilà, il faut prendre ça, cadeau. Ouais, c'est mon patron. Ouais, merci, oui. Ouais, merci. Merci. Si c'est pas moi, personne ne voit pas à l'hôtel là-bas. Là. Ouais. Merci. Merci, oui. Bon, merci. Vous en avez déjà vu comme ça avant? Bah, à part chez Hermès et Chanel, non. Non, vraiment, c'est vraiment bien fini et puis avec du beau matériau, donc on ne trouve pas que des... Et en plus, j'ai eu un cadeau, je me suis vraiment fait recevoir comme un roi et on est vraiment bien accueillis. Puis il a transmis son savoir-faire, ça c'est quelque chose je pense pas qu'on puisse trouver partout dans le monde. C'est plus que du bon rapport qualité-prix, c'est vraiment un bon rapport humain, quoi. Voilà. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vivre des moments comme ça. C'est très intéressant. Vous aurez pu vous rendre à la mer, à la plage, les belles cités balnéaires qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous avez choisi de venir ici à Boaké. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix-là? Bah, le balnéaire, je l'ai fait quand même, donc je l'ai pratiqué, j'en ai profité. Maintenant, c'est pas le tout, il y a la culture. Là, j'ai vraiment des choses à pouvoir partager, des images qui resteront gravées. Je pourrais le raconter à mes enfants, alors que la mer, malheureusement, et le balnéaire, je peux aller n'importe où dans le monde. J'ai même pas besoin de sortir de la France pour la voir. L'océan, c'est pareil. Donc malgré qu'il y a des sites magnifiques, surtout du côté de Sassandra, de San Pedro et Grand Bérébi, là, culturellement, là, il y a vraiment un attrait. Donc, je pense que c'est un tourisme qui est tout aussi intéressant. Voilà. C'est maintenant l'heure du départ pour ce jeune homme. Le séjour de 3 jours dans les terres lui aura coûté 300 000 francs CFA, tout inclus, hôtel, nourriture, voyage. L'autre coup, c'est le départ. Voilà. Le retour sur Abidjan, ouais. Votre séjour, ça a été cher payé? Je pense pas. Je pense que pour ce que j'ai eu la chance de voir, de découvrir, les sourires partagés, et puis tout inclus, la restauration, l'hôtellerie, le transport dans de telles conditions, c'est pas cher payé. Voilà. Si c'était à recommencer? Je resterai ici. Voilà. Le développement du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire est essentiel. Le pays est toutefois confronté à certaines difficultés. La sécurité, le coût des billets d'avion, les difficultés d'obtention de visa ou encore le manque d'entretien des côtes ivoiriennes. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte d'une destination idyllique, un décor naturel paradisiaque, la baie des milliardaires, située à 15 minutes d'Abidjan, endroit très prisé par des hommes d'affaires, des politiques et des expatriés. Pour posséder une villa sur cette île au bord de la lagune, il vous faudra au minimum 50 millions de francs CFA. Au milieu de ses propriétés, un hôtel-restaurant devenu
incontournable grâce à la personnalité de son propriétaire. Il s'appelle Djeke Loboué Rodrigue, originaire du village d'Abiatranan. Il a 38 ans et depuis l'âge de 15 ans, il travaille pour réaliser son rêve, diriger un hôtel sur les bords de cette lagune. Une réussite 100% ivoirienne. Rodrigue, la revanche d'un villageois, c'est un reportage de Noël Kwaku et Oumar Yameogo. À 15 minutes d'Abidjan, la baie des milliardaires. Un véritable refuge pour clientèle aisée. Plage de sable blanc, cocotiers, villa cossue au bord d'une lagune limpide. Il y a 5 ans, Rodrigue, 38 ans, y a ouvert un hôtel. Il gère aujourd'hui une vingtaine d'employés, des villageois de l'île sans formation. Antoine n'a pas mis la piscine en marche cet après-midi. À quelle heure? Je lui ai dit, il met en marche à 8h, il arrête à midi, il remet en marche à 14h pour 17h. Il fallait remettre ça en marche. Videz-moi la poubelle. Vous êtes en travaux? Oui. C'est quoi ces travaux? Expliquez-nous. Je suis en train d'agrandir l'hôtel, ma capacité d'hébergement. Au début, on avait 9 chambres. Maintenant, on veut l'augmenter à 14 du fait de la hausse des besoins. En ce moment, on n'arrive même plus à couvrir ne serait-ce que la moitié de la demande. Donc, ce qui fait que les clients sont obligés souvent de réserver 1-2 semaines à l'avance pour avoir les chambres. Ici, ça serait la suite. Ça serait la suite. À la demande de la clientèle, certaines viennent pour des nuits de noces, pour des séjours d'affaires. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Sa particularité, c'est que le client qui viendra, qui aura sa chambre, n'aura pas besoin d'aller sur la terrasse pour demander du café, pour demander de quoi boire. Il aura d'abord la chambre, un salon à l'intérieur, un bureau, un frigo dans lequel on va mettre de l'eau, de la bière, du vin. Ouais. Cette suite, comptez la louer combien? Si elle est vraiment moins chère, ce sera 100 000. Moins cher. De l'autre côté, derrière le bâtiment, ouais, il y a la cuisine. C'est là où tout ce qui est dégustation, tout ce qui contribue à satisfaire l'estomac se fabrique. Chef charpentier, le plafonnage, je le termine quand? Demain? Demain, plus tard midi, c'est OK. Demain, plus tard midi. Bon. Les maçons, quand le charpentier aura fini son plafonnage, c'est à vous de faire la chape et puis le carrelage. La semaine prochaine, on ne veut plus voir quelqu'un sur le chantier. Depuis 2 ans, pour agrandir son établissement, Rodrigue a investi 155 millions de francs CFA. Aménagement de la cuisine, chambre, piscine, ponton, un financement personnel sans aide de quiconque. C'est un monsieur qui est vraiment très réglo. Ouais. Et il m'a dit, j'ai fini ton boulot en 1 semaine. Il a commencé le lundi. Et aujourd'hui, jeudi, il a terminé. Il y en a qui ne respectent pas les... Oui, ça, c'est monnaie courante. Le mec qui te dit, je vais faire 2 jours, ben, il te fait 2 semaines. Un exemple palpable. Les staffeurs, et ils sont là depuis 1 mois, ils ont fait juste qu'une chambre. À qui je remets? Voilà vos 2 chèques. Main-d'œuvre et la paille. Quand tu lui diras merci, on se verra sur un autre chantier. Rodrigue a toujours vécu sur cette île. Depuis l'âge de 15 ans, il a le sens du commerce. Il cumule ainsi petits boulots et études, économisant le moindre centime pour réaliser un rêve secret, ouvrir un maquis au bord de l'eau. Son BTS en poche, il annonce à son père, chef du village d'Abiatranan situé sur l'île, ses ambitions. Quand il a commencé, moi je n'ai pas voulu.
moi, je n'avais pas voulu. Je me rappelle même un soir, qu'il a même dit si je persiste à m'obstiner, à développer ce business que je vois à l'horizon, que je sache que à partir de cet instant-là, j'ai pris ma part d'héritage. Et que si j'avais éventuellement un problème, il fallait que je parte voir mon maquis. Donc bon, je n'en voulais pas. Vous qui étiez prêt à déshériter Rodrigue pour son rêve, aujourd'hui vous êtes fier de lui? Oui, mais c'est bien. Parce que Dieu fait beaucoup de miracles. Alors c'est par grâce de Dieu qu'aujourd'hui Dieu a fait ce miracle. Un jour menuisier, un autre jour DJ ou plombier. De 4h du matin à 22h le soir, Rodrigue travaille avec acharnement pour économiser. Pour lui, pas de doute, l'île a du potentiel. Petit à petit, il investit donc dans des terrains et spécule sur leur prix. Voilà un de mes terrains que j'ai aussi acheté en 2010. Quelle est sa superficie? Un peu plus de 2000 m². Combien il vous a coûté ce terrain? Oh, venez, je vais vous expliquer. Ce petit terrain, c'est deux lots de 1000 m², un peu plus de 1000 m². Je l'ai acheté à 3 millions chacun. Ça faisait autour de 6 millions. 6 millions 500. Je l'ai vendu à 18 millions 250 000. Et il n'y a même pas 2 ou 3 mois, je l'ai racheté à 25 millions. C'est la même personne que j'ai acheté. Pourquoi ce besoin de le racheter? Bon, puisque vous avez fait une bonne affaire en le vendant. L'argent n'a de valeur que par rapport à une situation. Vous pouvez avoir 100 millions en compte si vous êtes confronté à une situation qui ne nécessite pas la présence de l'argent. Écoute, votre argent n'aura pas de valeur. Des terrains achetés entre 6 000 et 10 000 francs CFA le mètre carré en 2004 vaudraient désormais entre 20 000 et 50 000 francs CFA le mètre carré. Rodrigue possède sur cette île une dizaine d'hectares, de quoi réaliser cet établissement. Acheté 7 millions, aujourd'hui ce terrain en bord de lagune de 4000 m² vaudrait 100 millions de francs CFA, soit 14 fois plus que le prix initial. Fête de la Pentecôte. La météo est clémente, un long week-end attend Rodrigue. Pour accéder à son hôtel, seule solution, le bateau. Rodrigue récupère ses clients à la marina de Trècheville et c'est toujours avec surprise que les touristes le découvrent. Bonjour madame. Bonjour. Rodrigue. Rodrigue. C'est ici ou ici? Ah, c'est vous Rodrigue, pardon. Non, j'étais à la... Le soleil. Le soleil. Il n'est pas là. Il va payer. Il Mais- est là-bas. Regardez. Oui, mais tu m'as dit que c'était déjà là-bas. le soleil. Oui, j'ai pris la plus grande partie, la partie la plus importante. Je l'ai mis au restaurant. Tu vas payer tout ce que j'aurais dépensé. Non, non, non. Vous n'aurez même pas à regretter d'avoir Pourquoi j'allais accepté. se là-bas? Ça va? Madame, non. Rodrigue a 2 bateaux. Il peut transporter jusqu'à 25 personnes. Chaque passager doit payer 10 000 francs CFA pour l'aller-retour. Céline est une hôtelière française installée au Niger depuis 30 ans. Elle est venue rendre visite à sa fille. C'est son premier séjour en Côte d'Ivoire. Je suis venue voir ma fille et voir une autre Afrique parce que c'est différent. Le Sahel et ici c'est quand même un climat différent. Il y a la mer, il y a des coutumes différentes. Même si c'est quand même l'Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Mais c'est bien de visiter d'autres pays d'Afrique aussi parce que ça donne des idées, ça montre le dynamisme qu'il y a. Et je veux dire, l'Afrique est un continent qui ne peut qu'aller en expansion à tous les niveaux, quoi. Seulement 15 minutes de traversée. Les clients un peu perdus sont accueillis par un personnel attentionné et vigilant.
Outre la beauté du site, la popularité de cet établissement repose sur la personnalité de Rodrigue. Sans cesse à l'écoute de ses clients. C'est joli, hein? En fait, il y a quoi y aller? Oui. Je ne sais pas, on a plein de numéros en fait. Numéro qui était dans le magazine Bab. Oui, c'est le mien. Voilà, donc c'était Madame Julia. Julia, oui. Voilà, c'est nous. Venez que je vous installe. Avant que je commence à vous poser des questions, comment ça a été le voyage, ça? Julia, c'est vous ou c'est vous? C'est notre nom de famille. Ah, c'est un nom de famille. Julia. Ah, Rodrigue. Djeke, c'est mon nom de famille. Mais je préfère qu'on m'appelle Rodrigue. Le nom de famille, c'est quoi? Djeke. Oui. Toi, tu es né ici? Oui. Sur l'île? Oui. J'ai grandi là. Et je travaille là. C'est bien. Mais tu fais hôtel aussi ou c'est juste? Oui, on a des chambres d'hôtel. Désolé, tout est occupé. Oui, non, de toute façon. Il est 11h du matin. Chacun profite des activités qui lui sont proposées. Beach volley, canoë-kayak et jet ski. Rodrigue assure les relations publiques mais aussi le service. Pendant ce temps, en cuisine, c'est le feu. Clémentine est la compagne de Rodrigue. C'est elle qui lui a donné l'idée de développer le restaurant. Comme vous le voyez, on est très débordés. Les clients sont de l'autre côté, ils attendent. Donc, faire le maximum pour que tout sorte à l'heure. Un week-end pareil, vous pouvez confectionner combien de repas? Bon, le week-end, là, c'est énorme. Je travaille beaucoup. Actuellement, nous avons des poissons, des poulets, des fruits de mer. Les accompagnements sont en train d'être faits pour que juste à 12h30, 13h, ce soit libéré. 12h30, une centaine de repas vont être servis dans la journée. Alors tout le monde s'active. La clientèle est exigeante. Et il n'est pas rare que les propriétaires de villas de Lille déjeunent chez lui. Ces luxueuses villas sont les propriétés de chefs d'entreprise, diplomates, ministres. Un milieu que Rodrigue ne pensait jamais pouvoir fréquenter un jour. Quelle est votre plus grande fierté, Rodrigue? C'est être libre de côtoyer des gens qu'avant, on ne pouvait même pas servir. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voie la face. Dans son histoire, l'île Boulay, ce que les gens appelaient bien des milliardaires, c'était réservé à une catégorie de personnes. Et à l'époque, il y avait un seul noir qui avait une résidence ici, un seul Africain, et le reste c'était des Occidentaux. Et quand moi j'ai commencé mon activité, c'est vrai, je crois qu'un jour, je pouvais avoir la possibilité de côtoyer des hommes aisés, des autorités politiques, des stars. Bon, pas que je n'avais pas cette ambition, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi facilement. Le peu de temps qu'il trouve dans le week-end, il le passe à saluer ses plus anciens clients de Lille, comme cette famille d'entrepreneurs. Ils sont dans le domaine de l'immobilier et des BTP. Bonsoir mon tonton. Oh. Comment tu vas? Très bien. Ah oui, oui. Attends, très bien, très bien. Je vais faire la bise à ma tantine. Comment tu vas? Au bon niveau. Ah, aujourd'hui j'ai chopé un petit bout de mon temps pour venir vous dire un bonsoir. Merci, à toi. Comment tu vas? Au bon niveau. J'ai vu que c'est plein chez toi là-bas. Ça aurait pu être plus plein que ça, mais la pluviométrie a un peu gâché les choses, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais bien bossé. Merci, mais c'est grâce à vous, avec les conseils que vous donnez. Vous aviez participé à son ascension? Quand on est arrivé, on a pris un bateau, on a fait le bord lagunaire et on a vu un endroit qui avait une petite pancarte Rosa Beach. On s'est dit, ah tiens, on va s'arrêter boire une bière. Et puis on s'est arrêté, on était très bien reçus. Et 5 ans plus tard,
En tout cas, chapeau. Il a progressé gentiment, mais au bon niveau. Et puis, voilà, le résultat, il est là. Hein. Aujourd'hui, il y a des langoustes magnifiques. Il y a des gambas, il y a un peu de tout, non? Entre Rodrigue, il y a 5 ans et aujourd'hui. Énorme changement. Ah, Énorme. Il a très très bien bossé en 5 ans. On a eu l'hôtel, on a eu la piscine, on a eu les 2 pontons en même temps, refaits. Et l'accueil ne change pas. Depuis le début jusqu'à maintenant, c'est toujours pareil. C'est le même homme? Il n'a pas pris la grosse tête. Rien du tout, pareil. Il n'a pas changé, il est resté pareil. Il attire clientèle très mélangée, c'est-à-dire des gens de l'île, des gens de l'extérieur. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous qui êtes propriétaire sur l'île, qu'après il y ait trop de touristes? Rester tout seul n'est pas africain. C'est pas possible. Plus le monde viendra, plus ça sera bien. Rodrigue est désormais dans la cour des grands, loin de l'enfant du village. Son parcours force l'admiration des propriétaires de cabanons. Il est même régulièrement invité chez les uns, chez les autres, glanant des conseils de management auprès d'occidentaux. Comme Chantal, elle possède l'une des plus belles propriétés et ne tarit pas d'éloges sur Rodrigue. Rodrigue est un garçon très attachant. Et quand vous le connaissez, c'est un garçon avec qui vous pouvez discuter d'un tas de choses. Il est très ouvert, il est très, très disponible aussi. Donc, bon, il attire la sympathie de beaucoup de personnes. Et il a commencé à faire ses clientèles comme ça, par sa gentillesse, par son écoute, par sa disponibilité et par son professionnalisme, parce qu'il a su attirer les gens, il a su les fidéliser, etc. Et puis, il est surtout très intelligent, et puis il est surtout, encore une fois, très travailleur. Hein, et voilà. Mais je pense qu'il a une intelligence très percutante, et il comprend tout de suite où il doit aller, ou ce qu'il doit faire, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fait que chez Rodrigue, ça fonctionne? Sa personnalité, sa gentillesse, son écoute, mais il est très fatigué de tout ça, hein, parce qu'il se donne tellement à sa clientèle qu'on voit qu'il a des moments où il est très fatigué. Rodrigue ne doit rien à personne. Il a réussi tout seul. Viens mon loupi. Viens loupi. Sur cette île, Rodrigue était le seul hôtelier durant 4 ans, mais depuis quelques mois, voyant son business florissant, d'autres hôtels ont vu le jour, des particuliers transformant leur résidence secondaire en demeure hôtelière, ou encore des cousins du village le prenant pour exemple. Ce matin, à bord de son bateau, un investisseur spécialement venu des États-Unis, Mr. Tiamo. Il serait l'un des Américains qui a baptisé ce site encore vierge en 1985, la baie des milliardaires. Ils ont même investi dans 50 hectares de terrain avec pour rêve la création d'un site touristique. Le Government Fair Interne, il commence ici, c'est 50 hectares. Et un projet touristique comme celui-là, c'est quoi? L'Hôtel International 5 étoiles, d'abord. C'est un business center, comme un conference center. D'accord. C'est beaucoup de villas. C'est un investissement de combien? C'est presque 10 milliards de dollars, 5 années pour développer, presque 5 de 6 ans. Donc là, vous avez un concurrent direct dans votre bateau. J'ai toujours dit, les personnes qui mènent la même activité que moi, je ne les vois pas comme des concurrents. J'étais seul et je recevais autour de 20, 30 clients le week-end. Aujourd'hui, nous sommes 5, mais ma capacité, mon portefeuille client s'est agrandi. Mon chiffre d'affaires aussi a augmenté. Donc, peut-être que c'est le concurrent qui, en griffe, qui permettra à la clientèle de découvrir mes talents. Et une entreprise, autant elle vit, autant elle fait des efforts pour améliorer sa qualité, la qualité de ses services. Et c'est la concurrence qui participe aussi à cela. Donc, ce n'est pas un mal en soi. Et d'ailleurs même, tous ceux qui mènent la même activité que moi ici, on s'entend super bien. Le projet de Mr. Tiamo est au stade des négociations.
Il ne verra le jour que si l'État ivoirien donne son accord. C'est la fin du week-end de la Pentecôte. En 3 jours, Rodrigue a reçu plus de 200 clients, servi plus de 300 repas et réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions de francs CFA. La fabuleuse histoire de Rodrigue Djeke-Loboué qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, Rodrigue, nous avons également l'honneur d'avoir Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Monsieur Jean-Marie Sommet, et le président de la FENITOURCI, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, Monsieur Mamadou Diomandé. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Rodrigue, dites-nous tout de suite, vous êtes fils d'un chef de village. Vous grandissez dans un village au bord d'une île, vous aurez pu choisir la pêche ou encore les activités champêtres, mais vous choisissez de créer un hôtel. Pourquoi ce choix tout de suite? J'ai décidé d'aller dans cette activité parce que moi-même, j'ai reçu une formation commerciale. Et les échanges, le contact physique, c'est ma passion. Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, vous qui êtes censé faire la promotion du tourisme ivoirien, des histoires comme celle de Rodrigue, c'est à encourager? Des exemples comme ça, je pense que je suis en admiration pour ce garçon que j'ai découvert l'an dernier et surtout qui sait recevoir. Vous savez, dans le reportage, ce qui est important, c'est le côté recevoir. Et c'est ce qui fait la particularité de notre tourisme en Côte d'Ivoire, l'Aquaba. Revenons à un constat, celui de la Côte d'Ivoire très attrayante. Il y a 2 décennies, entre 1994 et 1999, avec des touristes qui étaient assez fréquents en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous convenez avec moi, ce n'est plus le cas. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a tant de mal à redevenir une destination touristique un peu plus attrayante? On sort d'une longue période de léthargie où on a souffert pendant 10 ans. Ce sont des dégâts collatéraux. Mais il y a 3 ans, nous sommes partis d'un indice, simplement, de 0,6% de contribution dans le PIB à 4,8%. C'est énorme lorsqu'on titille à côté le Sénégal à 4,8%. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Donc c'est important pour nous. En investissement, cela s'est fait également, autour de 150 milliards de francs CFA. Et puis l'apport dans l'économie de la Côte d'Ivoire, ce que le tourisme apporte, c'est 580 milliards. Donc je ne dirais pas que nous partons, certes nous repartons depuis 3 ans vers une forme de tourisme, mais nous sommes légendairement identifiés comme touristes plutôt d'affaires. Mais c'est normal. On aura l'occasion de parler du tourisme d'affaires justement, mais pourquoi, malgré tous les efforts que vous venez d'égrener, d'évoquer, la Côte d'Ivoire a du mal à avoir cette image à l'extérieur de destination touristique prisée? Parce qu'il y a un travail à faire et nous sommes en train de le faire. Vous savez, c'est quoi ce travail? Ce travail, c'est un travail de communication et de présence sur les marchés émetteurs. C'est ce que nous faisons. Généralement, quand les gens nous voient partir, vous êtes tout le temps dans les avions, mais c'est d'aller présenter la Côte d'Ivoire et rectifier cette image négative. Donc nous faisons les salons majeurs, la France, l'Espagne. Il s'est rajouté l'Allemagne, écotourisme, tourisme de nature. Il y a les croisiéristes en Allemagne que nous recherchons. Et puis cette année, également, nous sommes sur la Chine. Depuis 2 ans, ça fait 3 ans d'ailleurs, 2 ans que nous sommes sur la Chine. 2e participation et le résultat que vous avez devant vous. Parce que nous avons eu le prix de meilleur stand face à 81 pays l'an dernier. Et cette année, nous avons eu le meilleur stand. L'an dernier, c'était la meilleure participation. Vous savez, quand les Chinois se bousculent et que la police est obligée de venir intervenir pour que les visiteurs s'écartent de votre stand, ça veut dire qu'il y a l'engouement. Franchement, pour aujourd'hui, nous disons pas trop de touristes. 1 million de touristes chinois, ça nous suffit, pas plus. Avant de revenir à vous, Monsieur Mamadou Diomandé, on entend parler par moment d'hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Est-ce qu'il y a une adéquation entre le standing qui est annoncé par les propriétaires de ces hôtels et la qualité du service qui est rendu? Tout ce qui est classement des hôtels était les normes CEDEAO. Et vous imaginez aujourd'hui que depuis plus de 15 ans, tous les hôtels qui sont construits en Côte d'Ivoire, malheureusement, dans notre espace CEDEAO et UEMOA, il n'y a pas de normes de référence. À ce titre-là, chacun se donne des étoiles pour le moment, jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme ou la CEDEAO essaie de valider les normes.
C'est quoi le regard de Côte d'Ivoire Tourisme sur ce phénomène? Le vrai problème, ce sont les propriétaires d'hôtels, ceux qui construisent sans normes, parce qu'on a eu un peu d'argent et on a construit un hôtel. Après, on se permet d'avoir des étoiles filantes. Justement, à Bassam, à Assini, dans bien de destinations, il y a des hôtels qui s'auto-étoilent, permettez-moi l'expression. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que vous avez le pouvoir de changer les choses? Non, nous allons changer les choses parce que le ministère est en train de travailler dessus avec l'OMT. Mais il faut que ce soit transparent. Quand nous prenons aujourd'hui les 2041 hôtels, établissements d'hébergement en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a au moins 10% seulement qui sont en règle vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le ministère du Tourisme, qui ont eu un dossier technique et qui ont eu un agrément. Ça, c'est 10%. Ça veut dire que depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu de contrôle. Alors, Rodrigue, est-ce que vous avez bénéficié d'un certain soutien, d'un appui de quelques structures de l'État, du gouvernement? J'ai commencé tout seul, en autofinancement, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu recours à aucune structure, que ce soit du privé ou de l'État. Et vous n'en avez pas besoin? Pas du tout pour le moment. Pas pour le moment? Bravo. Ah mais bravo, effectivement, bravo. Ça veut dire que vous pouvez voler de vos propres ailes. Alors, une autre thématique qui est d'actualité, de plus en plus, on parle de terrorisme. C'est une réalité mondiale. Aujourd'hui, pour venir dans un hôtel, tout de suite, on a peur pour sa sécurité. Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus? L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était de 3,8 il y a 3 ans. Nous sommes passés à 1,1, atteignant, égalant pratiquement l'indice de sécurité de la Suisse. Maintenant, c'est vrai que chaque hôtel a le devoir de mettre en place sa protection. Sur la carte que nous vous montrons maintenant là, tous les hôtels qui ont été attaqués, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, enfin pour la plupart au Maroc, en Tunisie, en Égypte, c'est des hôtels qui sont en bordure de plage. Nous avons montré tout à l'heure les 550 km de façade maritime. Donc tout ça c'est ouvert, c'est des zones à risque, jusqu'à San Pedro. Maintenant, nous avons demandé aussi qu'il y ait une exonération sur le matériel de sécurité. Alors, autre question, c'est l'impact économique de ces attentats sur l'économie du secteur touristique. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels ça et là. Au Maroc, c'est moins 46%, en Tunisie, moins 54%. Mais vous savez, ça a toujours un impact parce que ça crée la psychose. Cette psychose fait que beaucoup de clients ne souhaitent plus revenir. La tendance sur Bassam, le marché, plutôt, je ne parlerai pas d'hôtellerie, mais de la restauration. Sur Bassam, ces 3 dernières années, c'était pratiquement 70% d'Ivoiriens de classe moyenne. Au lendemain des attentats, c'était pratiquement plus de classe moyenne d'Ivoiriens sur les plages de Bassam pour la restauration. C'était surtout des étrangers qui venaient là. Maintenant, les choses sont en train de partir tout doucement. Aujourd'hui, la zone la plus sécurisée en Côte d'Ivoire, c'est Grand Bassam, ce sont nos plages à Grand Bassam. Parce qu'effectivement, l'État a compris, les structures se sont mises en place, tout est surveillé maintenant au niveau du Grand Bassam. On peut revenir à Grand Bassam. Dans vos développements respectifs, depuis le début de cette émission, vous l'avez dit, le tourisme qui a été mis en avant, c'est le tourisme d'affaires. Que pensez-vous du tourisme de masse, avec notamment des packages, comprenant le billet d'avion, la consommation et tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier justement cette piste ici en Côte d'Ivoire? En arrivant il y a 3 ans, je me suis rendu compte que les agences, à plus de 90%, ne faisaient que de la billetterie. Je dis, il va falloir changer l'axe. Il faut revenir au plus basique, c'est-à-dire vous avez des licences, qui sont des licences A, qui vous permettent aujourd'hui de faire des packages. Créons les packages. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Diomandé? C'est l'idéal. Parce que quand on dit le tourisme combat la pauvreté, emploi, c'est le tourisme de masse. Mais comment ça se fait que ce n'est pas fait si c'est pas fait parce que pour inscrire un pays sur le répertoire des TO, il y a un certain nombre de conditions. Nous, en tant qu'agence de voyage que nous accusons aujourd'hui, il y a le problème de la fiscalité. Il y a le problème des infrastructures en Côte d'Ivoire, à part Abidjan. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui pour développer le tourisme de masse? Il faut donner l'opportunité aux investisseurs, aux Ivoiriens.
Parce que tous ceux qui viennent aujourd'hui, c'est à Abidjan. Les 99% des hôtels sont construits à Abidjan. Et nous, en tant qu'agence de voyage, si on va dans les salons internationaux et qu'on a des circuits, j'en ai au moins une vingtaine, mais les circuits, ce n'est pas Abidjan. C'est à Bangourou, c'est Boaké, c'est Korogo, c'est Odiéné, c'est San Pedro. Vous pensez que qu'en vendant un circuit comme ça, 4 étoiles, je n'aurai jamais un hôtel de 4 étoiles à Bangourou, ni à Dimokro, ni à Korogo, ni à Odiéné. Donc ça freine. Ça c'est un. Mais nous sommes responsables vis-à-vis de ces Théo. Si quelque chose arrive à un Théo, à un touriste, l'agence de voyage est responsable. Même sur le temps, la liaison Abidjan-San Pedro, si tu dis c'est 45 minutes, il faut que tu fasses les 45 minutes. Donc il y a ce problème de sécurité, il y a ce problème de fiscalité, il y a ce problème de formation et il y a des problèmes aussi d'accessibilité des sites. Vous êtes d'accord, M. Sommet? Ils font beaucoup, mais ils mettent beaucoup sur le tourisme d'affaires. On vous a bien compris. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. Allez-y. J'estime pour moi que le tourisme d'affaires, nous, il y a 3 ans, on est arrivé, il était comme ça. C'est une manne financière, le tourisme d'affaires. Beaucoup de pays nous envient pour ce tourisme d'affaires. Donc vous avez fait votre choix? Non, ce n'est pas un choix. Le tourisme de masse implique effectivement des réceptifs adaptés. On ne veut pas des 3 étoiles, des 4 étoiles à l'intérieur du pays. Abidjan, c'est la capitale économique. La capitale économique est une capitale aujourd'hui qui permet d'avoir une masse financière importante. Mais le tourisme de masse, quand vous prenez la forêt de Taï, forêt classée, ou du côté du parc de la Comoé, ce sont des zones protégées que nous devons protéger. Le tourisme de masse détruit l'environnement à fortiori. Donc il faut aller progressivement vers ce tourisme de loisirs. Mais le vrai problème de l'investissement dans l'hôtellerie aujourd'hui et surtout dans le tourisme, c'est que les gens veulent tout de suite le retour sur investissement. C'est malheureux à le dire. Et puis nous sommes confrontés effectivement à ce que la transversalité, la mauvaise compréhension entre nous de l'activité touristique. Nous dépendons de tout le monde. Vous savez, quand vous commencez à mettre en place un circuit touristique, que vous avez des bus, des cars de transport, à qui vous appartenez? Soit au tourisme, soit au ministère du Transport. Donc il y a des réalités que nous devons aujourd'hui trancher pour que les gens puissent travailler tranquillement. Et c'est important pour nous de dire simplement la bonne compréhension, la bonne vision de cette activité merveilleuse. Parce que quand vous voyez Rodrigue, moi je suis heureux que des Ivoiriens s'impliquent. Il dit qu'il n'a besoin de personne. Certes, mais il a besoin du ministère du Tourisme, il a besoin de Côte d'Ivoire Tourisme pour pouvoir vendre son produit. C'est notre activité, pouvoir faire la promotion d'un individu comme lui, quelqu'un de méritant. Il doit en avoir 10 comme ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont prêts à investir dans l'hôtellerie à l'intérieur. Les grands groupes qui viennent aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Personne ne va à San Pedro, personne ne va à Korogo, personne ne va au Guinée. Radisson, quoi, ils sont tous à Abidjan. Le groupe Accor, c'est à Abidjan. Nous, en tant qu'agence de voyage, nous voulons vendre, mais nous comptons sur les nationaux. C'est nous qui devons faire confiance à notre pays. Quand il y a les bruits de bottes, c'est nous qui allons fermer, c'est nous qui allons rester. Aujourd'hui, il faut voir d'abord au niveau de la fiscalité, il faut voir les mesures d'accompagnement. Un seul ministre aussi du tourisme ne peut pas développer le secteur du tourisme parce qu'il dépend, des infrastructures, il dépend de l'environnement, il dépend de la santé, de la sécurité, des transports. Il faut qu'on s'asseye que ce soit le volet tourisme en Côte d'Ivoire soit une volonté politique. Vous en appelez peut-être aux états généraux du secteur touristique. Pourquoi pas? D'accord, on vous a bien compris en tout cas, M. Diomandé, merci beaucoup. Nous sommes bientôt au terme de cette émission. Rodrigue, est-ce que vous pensez que le secteur touristique, l'activité de l'hôtellerie, c'est un secteur d'avenir? Pourquoi pas? C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis investi là-dedans. Parce que depuis là, il y a une décennie en arrière, quand je disais que j'allais m'investir dedans, mon père m'a traité de fou. Et aujourd'hui, il me donne raison. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'avenir à l'intérieur de cette activité-là. C'est quoi vos prochains grands défis? Je compte
faire des bungalows privés où des gens y viendront. On ne va pas toujours rester dans le cadre où c'est tout le monde qui se regroupe sur le même espace. Des gens qui voudraient être seuls. Des espaces de discrétion. Voilà. J'ai des terrains comme ça que j'ai réservés. Les gens ils viendront les occuper en famille ou en groupe d'amis. Et ça, ce sont des projets d'avenir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Marie Sommet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Également, Djeke Loboué Rodrigue, chef d'entreprise. Également, nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec M. Diomandé Mamadou, également président de la FENITOURSI, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce 6e numéro de Made in Africa. Merci et à très vite pour la prochaine saison de Made in Africa.